Alors, avant de commencer, je voulais remercier l'Université de Craiova pour m'avoir donné l'opportunité de faire une présentation aujourd'hui, et particulièrement Gabriela et Michaela pour leur invitation. J'ai vraiment apprécié, ça m'a vraiment fait... Je me sentais honorée d'être avec vous aujourd'hui, puis je suis fort heureuse de faire la présentation. Je ne me suis pas trompée de présentation en passant parce que vous voyez Ange, le projet Ange, c'est le logo. Non, c'est une pratique. Alors, je m'excuse, Laurent et Martine, il y a quelques-uns qui sont ici et mes collègues. Vous allez avoir la pratique, vous aurez une version probablement améliorée demain. Alors, et différente, puisqu'il y aura un atelier de formation associé à la présentation. Voilà, alors d'abord, je dois nécessairement en introduction peut-être faire une petite parenthèse, puisqu'elle est nécessaire. Je ne sais pas si vous connaissez les cégeps. Je suis conseillère en développement au cégep de la Pocatière. Le cégep, c'est une abréviation qui veut dire Collège d'enseignement général et professionnel. Ce sont des institutions on en compte 48 au Québec. Ce sont des institutions qui forment les étudiants, et c'est des institutions d'enseignement supérieur. Ils forment des techniciens dans différents domaines, qui sont l'équivalent un peu des BTS ou plutôt je vous dirais des étudiants en DUT. Mais en fait, on a un système assez unique, alors c'est un peu difficile de les localiser. Et on forme aussi des étudiants en études préuniversitaires, et c'est l'équivalent, je vous dirais, du bac et de la licence 1. C'est-à-dire que nos étudiants, si on côtoie des étudiants de licence 1 à 3 pour les techniciens, ils seront en licence 3, et pour les étudiants, c'est de l'équivalent de licence 1. Alors, vous comprendrez qu'on est dans un modèle qui est complètement hybride, puis qui est difficile de situer, mais du reste, on est tous, comme vous, des enseignants et des acteurs en enseignement supérieur. Ça va jusque-là? Autre élément que je dois vous aborder avant de commencer, puis je finis avec ça. J'ai une posture un peu étrange parce que je suis conseillère en développement à l'international. J'ai été anciennement conseillère pédagogique. J'ai été référente en pédagogie pour l'Université de Sherbrooke. Je suis actuellement étudiante et je termine ma scolarité cet automne à l'ENAP, en l'École d'administration publique. Et c'est sur ce chapeau-là que je vous dirais que je vais vous parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de gouvernance et de dispositifs, si vous voulez, d'outils à la gouvernance. C'est plus sur ce volet-là. Alors, et je vous parle du PAN. PAN, c'est le plan d'action. Et mon objectif aujourd'hui, dans le fond, c'est de faire en sorte de vous présenter ce dispositif. Ce n'est pas un dispositif, prudemment, il n'y a pas de panacée miracle, mais c'est un dispositif qui est utile surtout quand on a un mode de gouvernance qui est partagé ou dans une logique participative. Ça va? Alors, j'ai mon introduction pour constat qui est faite. Ce qu'on va faire maintenant, c'est peut-être parler du concept de gouvernance, parler aussi des modes de gouvernance et intégrer le plan d'action et les gouvernances, enfin, le plan d'action et le processus d'intégration des plans d'action. Alors, j'ai pris, je suis très, très originale. Vous savez, dans le projet Ange, on s'est doté d'une définition, je vais la rappeler pour tous. Le concept de gouvernance, on indique que ça fait appel surtout à la structure, au processus de décision. Et Laurent l'a bien mentionné, il y a des entités internes, ils sont interreliés, ils sont en interaction à l'intérieur d'un établissement scolaire, puisqu'on parle d'établissement scolaire, et la structure peut être très différente d'un établissement à l'autre, et cette structure-là supporte un processus décisionnel. Je ne sais pas si quelqu'un a pris l'eau, mais je pense que je vais regarder la chose. Les modes de gouvernance, quand on va vers un plan d'action, en fait, le plan d'action nécessairement, en fait, pas nécessairement, mais je vous dirais que c'est un élément facilitateur pour une prise de décision qui favorise un processus participatif.
parce que quand on fait un plan d'action dans une équipe ou dans une institution scolaire, bien, en réalité, il y a plusieurs conditions. Dans les conditions de réalisation pour qu'un plan d'action soit légitime et pour lequel porte une adhésion, ça suppose d'interpeller les acteurs en place de différentes manières. Et à ce titre-là, c'est un processus qui peut être collaboratif. Et c'est généralement un outil de gouvernance orienté vers le changement, c'est-à-dire que quand on fait un plan d'action, c'est qu'on a une idée déjà qu'il y a un changement qui s'impose. Comme on parle du numérique, le plan d'action peut être un outil qui favorise le changement ou l'opérationnalisation du changement. Je parle de collaboration, de gouvernance collaborée. En fait, c'est un modèle qui a été développé au HEC en gestion, c'est l'Université de Montréal. Il faut voir qu'il y a 3 pôles quand on parle de collaboration en termes de gouvernance. Et la gouvernance partagée, c'est qu'en fait, la prise de décision en fait relève de différentes entités. Et c'est des entités qui peuvent être sur une structure horizontale ou verticale, mais la prise de décision peut se faire à différents niveaux. Par contre, si on parle de collaboration, il faut avoir une vision commune, un intérêt commun partagé. Donc, si on parle de numérique, une vision collective au sein de l'établissement, ça peut être au sein de la société, forcément. Ce qu'on parlait et même au sein de l'Europe, quand Viviane parlait, en fait, c'est des acteurs politiques qui ont décidé, qui ont une vision commune du numérique. Si on prend le projet PIC, c'est la même chose. Il y a une vision commune qui est élaborée. Bien, au sein d'un établissement, cet exercice-là doit aussi être fait et établir, si on parle de collaboration, de responsabilité partagée. Et là, ça concerne tous les acteurs. Mais attention, vous voyez, le beau cœur, le triangle rose, il est fondamental. Et c'est souvent ça qui est peu développé, où l'attention est moins portée, c'est les attitudes propices à la collaboration. Alors, si, par exemple, on a une gouvernance qui est partagée, qui a différentes entités, qu'elles fonctionnent tous en silo, vous comprenez l'expression silo, hein? Oui. Vous m'arrêtez hein, si je dis des folies, là, mais si elles fonctionnent tous en silo, puis si les visions sont pas... il n'y a pas de vision, ben, de toute façon, tout ça, le triangle crée le ciment, et c'est des attitudes et c'est des compétences, en fait. Des compétences généralement transversales qu'on n'enseigne pas trop, ou peu, mais c'est des compétences qui doivent être développées pour assurer, ou en fait des compétences maîtrisées par les gens, et par les pilotes, souvent, qui sont des représentants des entités. Le plan d'action, en fait, pour revenir toujours sur la logique de la gouvernance collaborative ou sur des processus qui sont participatifs, bien, ça donne des précisions sur la nature d'un changement, les actions à faire, à prioriser. Et tout le monde a déjà fait des plans. Hein? Ça, j'espère que vous ne tombez pas de votre chaise parce que je serais vraiment découragée. Puis c'est pas de ça qu'on parle, en fait, c'est la mécanique de ça. Ça va? Mais ça, je pense que vous savez tous à peu près ce que c'est. En général, quand on parle d'un plan d'action, forcément, il y a des structures, tout ça, mais ça prend un pilotage. Alors, le plan étant un dispositif possible, il y a différents types de dispositifs. Par exemple, si on prend des dispositifs simples, on peut décider d'opérer un changement et finalement, parler à quelqu'un, et déjà, le changement peut s'opérer. Mais le plan d'action, c'est une forme de dispositif, mais ça suppose des agents de changement. Et les agents de changement, en fait, ils peuvent être seuls. Il y a des établissements qui ont des structures très simples. Ça peut être un directeur d'école. Dans les cégeps, les structures sont un petit peu plus complexes. On a des comités, on appelle une commission des études qui réunit différents acteurs, que ça va de l'organisation scolaire au directeur. On a la direction, on a le comité de gestion, on a un comité de direction et un comité de gestion, on a plusieurs types d'instances. Mais quand vous êtes dans une école qui est très simple, le directeur et son adjoint peuvent être des agents de pilotage, mais
Il y a des coordonnateurs de département, j'imagine, il y a des divisions. Ça devient aussi, c'est eux, potentiellement, peuvent être aussi des agents de pilotage, dépendamment de la distribution de la responsabilité. Ils ont tous, les agents, un mandat de clarifier l'objectif, qu'est-ce qu'on vise comme changement. Ils doivent aussi bien contextualiser le changement, faire un diagnostic, puis partager le diagnostic, puis évaluer si le diagnostic est le même avec les acteurs. D'aussi expliquer pourquoi on fait ça. Tout à l'heure, d'ailleurs, vous allez avoir des exemples de l'application, mais là, je vais dans le théorique, mais on va revenir au plancher des vaches. Il faut aussi impliquer les acteurs. Et ça a des incidences importantes sur le pilotage. Ici, je me réfère en passant à des informations toujours, ici, c'est l'ENAP, hein, Testa, c'est l'ENAP, que travaille à l'ENAP, mais il reste que ça fait sens, c'est assez simple, je pense. Que contribuer au développement des compétences, en passant, c'est la phase qui est généralement la plus escamotée. On veut un changement sans mettre du temps pour que les acteurs soient capables de changer. Ça a été évoqué par Virginie dans sa conférence, je pense, qu'on avait la question, la question du développement des compétences pour CI2 était pas très développée, mais souvent c'est le temps qui manque. Mais il reste que c'est un élément, un palier est important. Puis un autre palier qui est souvent oublié aussi, c'est le 6. Un retour sur les expériences, capitalisé sur les réussites. Dire qu'on est rendu là, ça va bien, on est rendu là, on va aller à l'autre étape. Avez-vous déjà entendu ça chez vous? Moi, chez nous, on entend ça rarement. Alors, c'est pas nécessairement une attitude ça se développe. Alors, le processus, et là, je vais vous parler du cégep. Alors, le processus de changement, il y a une phase de contextualisation. Alors, nous, au cégep, il faut savoir, puis là, il y a des éléments de contextualisation que je n'ai pas mis, mais que je vais mettre en plan tout de suite. En 2008, le gouvernement du Québec a fait un plan d'action numérique. Il a invité tous les établissements du système éducatif québécois à se doter d'un plan d'action. C'est-à-dire qu'aux primaires, les écoles secondaires, primaires, toutes et il a défini une vision de ce qu'il souhaitait. Il a fait plus que ça l'année suivante, en 2009, ce qui n'est pas très cohérent parce qu'il faut comprendre qu'on doit faire un plan d'action, puis après ça, l'année suivante, il développe ce qu'on appelle la compétence numérique, en 2009. Rappelez-vous qu'il avait demandé aussi aux institutions de faire un plan d'action, la compétence numérique. Alors, il le définit un peu comme le fait indirectement le projet CPIX. On définit un ensemble de compétences. On n'a pas de certification, par exemple. Pourquoi? Parce que culturellement, on préconise beaucoup l'autonomie des institutions, notamment l'enseignement supérieur. Alors, les cégeps ont des compétences, mais définissent leur propre cursus de formation, ce qui fait que pour ce qui est des compétences numériques, cette logique-là est probablement été adoptée. On est beaucoup plus restrictif pour le secondaire que le primaire, mais on ne l'est pas pour les écoles. Je ne vais pas. OK, ça va. Je ne vais pas dépasser là. Donc, il y a eu ici, on récapitule, il y a eu un plan numérique du Québec, compétences numériques établies, et nous, le cégep, dans les mêmes années, a fait un plan stratégique dans l'année 2018. Il y a eu une méga consultation, puis la consultation, ce qui s'est fait, c'est que tout le monde c'est une grande messe, là, tout le monde est invité, employés de soutien, tout le monde. Hein, Martin? Juste une rectification, vous parlez 2018 et 2019. 2018-2019, oui. C'est vrai, pardon. En 2018, on a fait une grande messe, c'est-à-dire qu'on a fait une grande consultation, tous les enseignants, personnel de soutien, tout le monde était là. Les directeurs, les conseillers pédagogiques, les aides pédagogiques individuelles, tout le monde. Et là, on s'est mis à penser ce qu'on souhaitait comme école.
comme établissement. Et on a fait une mise en commun. Finalement, à la lumière de ça, il y a eu un plan stratégique. Dans le plan stratégique a été bien dit, il faut avoir un plan numérique. Il doit être fait dans le courant du 2018-2023. On savait, contextuellement parlant, qu'on avait la commande du ministère aussi. Alors ça, c'était mis. Et tous les cégeps, maintenant, ont cette obligation-là. On a mis sur pied, comme la deuxième phase, c'est de mettre sur pied, toujours des principes d'administration, une équipe centrale qui pilotait. On pourrait appeler ça le comité de pilotage. Hein? Et c'était le comité de direction qui a assumé cette responsabilité-là. C'est les directeurs, c'est combiné de, je pense que c'est 5 directeurs peut-être qui sont là. Directeur administratif, directeur des services aux étudiants, directeur de la formation continue, le directeur des études et la directrice générale. Ils étaient tous conviés, puis il y avait le directeur des ressources humaines qui étaient là. Ils ont tous planifié avec le responsable de l'informatique qui est un directeur adjoint, si on veut, mais il faisait partie du comité pour faire l'élaboration du plan d'action. Le comité de pilotage, il doit définir les responsabilités, l'échéancier, la méthodologie de la participation collective, mais il peut ne pas du tout décider qu'il ne fera pas le plan. Hein? Il pourrait décider qu'il charge un professionnel. Dans notre cas, c'est la direction qui a assuré Et j'ai le sentiment, parce que ça, par contre, je n'ai pas l'information, mais j'ai le sentiment que c'est la directrice générale qui l'a rédigé. Martin fait signe de la tête, oui. Après ça, il y a eu une consultation des parties prenantes. On a fait une collecte de données à l'interne, une collecte de données à l'externe, plutôt faible, mais une collecte de données à l'interne. C'est-à-dire qu'on a fait le portrait de la situation, puis on a demandé à des experts internes, notamment Martin a été consulté, Mireille Laflamme, qui est une autre à la formation continue, parce qu'il faut savoir que chez nous, vous êtes chanceux, on a avec nous un référent TIC du réseau. Puis Martin est aussi responsable des TIC pour le cégep. On dit TIC, nous, hein, TIC, on dit TIC. C'est des travers de Québécois. Puis enfin, ils ont fait une mise en commun en comité de direction. Écoutez, cette étape-là, si on avait à mettre sur le questionnement du participatif, c'est pas très fort. Je mettrais 5 sur 10. Parce que l'élaboration d'une vision, tout ça, là, les acteurs, par exemple, les enseignants, n'ont pas été consultés. Les conseillers pédagogiques, à peine. Le service, les acteurs du service qui étaient dans les opérations, à peine. Là, je vous dis ça, je vais dire comme je dis à mes collègues, ce qui est en Roumanie, reste en Roumanie. Okay? Alors, s'il vous plaît, mais il reste que sur le bulletin, ce n'est pas un bon bulletin. Ils ont validé après, ici, ce n'est pas du comité éthique, je me rends compte que j'avais révisé ma présentation, puis il y a un élément ici qui n'est pas juste, mais je vais vous donner les informations. Il y a une validation auprès d'autres entités. En fait, les autres entités, ça s'est fait, les entités qui ont validé vraiment, là, c'est les experts. Il y a eu des validations avec les experts ou le service informatique, mais c'était une validation assez en catimini. Puis, le plan d'action a été rédigé par la directrice, validé par le comité de direction. Puis après ça, ils ont fait une consultation. Mais c'était une consultation de validation, mais c'est un peu une consultation sur des faits accomplis. OK? C'est-à-dire qu'on a présenté le plan, on a validé les axes. Là, les experts internes ont encore été consultés, ils avaient déjà été consultés. Puis, on a fait un comité de gestion pédagogique. C'est un comité de gestion pédagogique, il y a tous les conseillers pédagogiques. Après ça, il y a eu la commission des études. La commission des études, écoutez, c'est tous les représentants des départements. En fait, c'est des représentants de départements, des responsables de programmes, des aides pédagogiques individuelles, des conseillers pédagogiques, des représentants syndicaux,
Vous voyez le topo, là, tout le monde était là, c'est une grande table, on est une vingtaine de personnes, et là, on nous a présenté le plan pour valider puis approuver. À l'heure où on était là, il n'y avait plus possibilité de faire énormément de changements. Hein. OK? Ça a généré peut-être un peu de frustration chez certains acteurs. Moi, j'ai eu des échos. Il y a eu quelques frustrations quand même parce que c'est une validation, c'est une gestion participative moyennement réussie. Par contre, la suite est intéressante. Le ton change. Il y a eu quand même, suite à ça, une évaluation de la direction. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une présentation à tous les membres du personnel.